Bon, ben on va commencer. Alors, rebonjour à ceux qui étaient là à la session que j'ai fait un petit peu avant. Donc, je suis toujours Sébastien Deleuze. Bon, j'ai changé de t-shirt. Je bosse toujours pour Pivotal, mais là, je suis avec ma casquette Dart Google Developer Expert. Et je vais vous parler de microservices avec Dart, Polymer et Hypermedia. Donc déjà, avant de parler des microservices, donc un microservice, qu'est-ce que c'est? Un microservice, c'est petit, comme son nom l'indique, donc petit en termes de ligne de code, en termes de couverture fonctionnelle. Ça se déploie indépendamment. Vous avez déjà sans doute fait des applications modulaires avec une modularité implémentée sous forme de bibliothèque. Vous avez par exemple un projet multimodule qui dépend de différents genres. Là, la modularité, ça va vraiment être différents projets web déployés indépendamment, déployables indépendamment. Ça s'occupe d'un seul domaine fonctionnel. Vu que c'est un microservice et que ça ne fait pas beaucoup de choses, ça va forcément communiquer avec d'autres microservices. Donc ça va impliquer des entrées-sorties et des communications distantes avec d'autres services distants. Ces microservices, quand on les met ensemble, ça forme une architecture à base de microservices. J'ai essayé de résumer un peu les microservices parce qu'il y a quelques années, on parlait de SOA, alors c'est implémenté avec SOAP et c'était pas très sexy. Microservice, c'est essentiellement de la SOA implémentée correctement, avec une granularité plus fine, sans tout le baratin commercial qu'il peut y avoir autour, et surtout sans SOAP. Donc c'est beaucoup plus centré autour de REST, comme on va le voir un petit peu après. En tout cas, c'est l'implémentation majeure qui est rencontrée. Les microservices, ça implique pas mal d'IO. Qui dit beaucoup d'IO dit... alors ça, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est ma perception de la chose. Faire des microservices, ça implique d'avoir de l'asynchrone non bloquante partout. Moi, dans mon précédent travail, j'ai implémenté pas mal de grosses applications avec beaucoup de flux. Et j'ai déjà essayé d'implémenter un peu de l'équivalent de microservices en mode bloquant, donc classiquement avec des clients HTTP bloquants, avec des serveurs, des conteneurs de servlets ou des frameworks bloquants, et ça ne scale pas du tout. C'est-à-dire que vous faites 10, 20, 30 utilisateurs, ça va. Dès que vous allez avoir plus d'utilisateurs, en fait, les requêtes distantes vont impliquer pas mal de latence, donc des threads bloqués, et donc votre application, elle va juste pas tenir la charge. Donc, pour moi, implémenter des microservices, ça implique d'avoir de l'asynchrone non bloquant de partout, et on va détailler un petit peu ce point-là. Alors moi, j'aime bien les choses concrètes, donc j'ai développé une application qui s'appelle OpenSnap. Alors j'avais déjà développé une précédente version dans d'autres technos, mais là, donc ça va être basé sur, comme on le verra après, sur Dart et Polymer. Donc le code, il est disponible à l'adresse que vous voyez, github.com/sdle/opensnap-polymer. Et donc tous les exemples de code que je vais montrer, en tout cas la plupart, sont issus de cette application-là. La technologie que j'ai choisie, l'objectif c'était qu'elle soit fun, que j'ai du plaisir à développer, qu'elle soit efficace, facile à utiliser, qu'elle essaye d'anticiper les changements à venir. Alors après, je me vautre peut-être, mais en tout cas, j'ai tenté. Et puis que ce soit scalable, donc qu'on puisse facilement monter en charge en fonction des besoins. Alors la stack, la voilà. Je vous ai dit, on utilise du Dart pour implémenter côté client et côté serveur. Le but de cette présentation, c'est aussi d'explorer un peu les avantages qu'on peut avoir à pouvoir partager du code entre le client et le serveur. Donc Dart des deux côtés. Côté client, on va l'implémenter avec Polymer Dart, donc qui est la version Dart de Polymer. Côté serveur, on va l'implémenter avec un micro-framework qui s'appelle Redstone, qui permet d'implémenter des web services REST, qui est sans doute semblable à d'autres micro-frameworks REST que vous avez déjà vu dans d'autres technos. On va voir qu'il y a du messaging avec RabbitMQ, Stomp et SockJS, et persistance avec MongoDB. Si il y a des technos que vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, on va tout détailler par la suite. Alors ce slide, il est important, il représente l'architecture que j'ai implémentée dans ce projet-là. Alors c'est pas encore, il manque certaines choses, notamment en termes de sécurité, pour avoir une application qui ira en production, mais l'idée, elle est pas trop loin de ce à quoi ça pourrait ressembler en réalité. Donc là, mon application, elle est basée sur des microservices, c'est-à-dire que côté serveur, j'ai pas une seule application, j'en ai deux. Dans la vraie vie, c'est sûr que des microservices, vous aurez sûrement 3, 4, 5, 10 microservices. Mais là, pour les besoins de la démo, j'en ai fait deux différents. Le user service qui va implémenter une GU, stockage d'utilisateurs, lister les utilisateurs disponibles, etc. Et puis un snap service. Donc les snaps, je vais pas redemander, mais Snapchat, c'est une application qui permet de prendre des photos et de l'envoyer à d'autres personnes, et ces photos s'autodétruisent au bout de quelques secondes. Et donc là, l'idée, c'est d'implémenter ce fonctionnement-là. Et donc le snap service, c'est la partie de service qui va justement gérer ces snaps-là, les stocker, les renvoyer côté client.
Donc chacun de ces services est déployé indépendamment, donc ça va être des web services différents. Chacun a son MongoDB et ils peuvent s'appeler l'un l'autre avec des API REST. Le client il va être implémenté en Dart avec Polymer, je l'ai dit, et quand il va vouloir contacter les services distants, il va les contacter avec l'API REST. Donc ça, c'est quand je veux contacter un service distant, j'utilise REST. Quand je veux recevoir des événements, par exemple, imaginons que je sois sur le client et je veux recevoir l'événement, un snap vous a été envoyé. Là, je ne vais pas requêter régulièrement, donc on veut un mécanisme dans l'autre sens de pusher des éléments du serveur vers le client. Ou on a également le cas des services côté serveur qui veulent écouter des événements, par exemple, je ne sais pas moi, le Snap Service voudra écouter l'événement utilisateur supprimé. Donc pour ça, on utilise un broker, donc c'est du messaging comme on le rencontre dans d'autres technologies. J'ai choisi Stomp, qui est un protocole de messaging basé sur du texte que je vais détailler un petit peu après. Et pour que le client puisse y accéder, parce que là, mon user service et mon Snap Service, ils sont connectés à ce broker via du TCP. On va utiliser le plugin SockJS de RabbitMQ qui va permettre à des clients riches, JavaScript, Dart ou d'autres technologies, de se connecter via WebSocket ou d'autres transports au broker. Et donc, par contre, on va se débrouiller pour qu'en termes de règles de sécurité, le client puisse uniquement écouter des événements. Il ne va pas pouvoir en envoyer sur le bus. Le driver MongoDB utilisé est entièrement asynchrone. Les clients HTTP sont également asynchrones. Et l'implémentation des Snap Services et User Services utilisant Dart, Shelf et Redstone est également asynchrone. Donc on a de l'asynchrone non bloquant de partout. Et un petit bout de hypermédia qu'on détaillera dans les slides qui vont venir. Alors quelle tête il a mon projet? Donc c'est un projet qui va contenir 4 modules. OS Client, donc pour OpenSnap, c'est mon client. Donc c'est là où je vais avoir mon HTML et mon code qui va s'exécuter uniquement dans le navigateur. OS Common, c'est les bibliothèques qui sont partagées entre les différents modules. Par exemple, mon domaine objet avec mes objets Snap ou User, ça va être dans OS Common, ça va être partagé entre les éléments qui tournent côté serveur et côté client. Je n'ai pas besoin de le réécrire. OS Snap, c'est le microservice qui gère les snaps et OS User, c'est mon microservice qui gère les utilisateurs. Vous voyez que dans mes éléments qui sont côté serveur, on a le serveur.dart qui va contenir le main de mon application pour la lancer, l'implémentation du service, et puis à chaque fois j'ai les tests. Chaque module contient des tests unitaires ou des tests d'intégration pour valider que tout fonctionne. Alors, on a parlé de Dart, mais on n'a pas trop dit qu'est-ce que c'était. Alors Dart, c'est un langage structuré et flexible qui a été créé par Google pour améliorer l'efficacité et la maintenabilité des applications web. Google, il développe des grosses applications, type Gmail ou autre. Actuellement, même en employant les meilleurs employés au monde, ils arrivent aux limites de ce qui est possible de faire avec un langage aussi peu structuré que JavaScript. Je précise que je suis également un développeur JavaScript. Je ne suis pas un gars côté serveur qui n'a jamais fait de JS. J'ai fait beaucoup de JS, j'ai fait des frameworks en JS. J'aime bien le JS aussi. Mais ça a ses limites dès qu'on commence à faire des applications un peu grosses. Voilà. C'est un projet, donc Dart, l'ensemble des éléments sont open source. C'est un projet qui est maintenant un standard ECMA au même titre que JavaScript. C'est un standard ECMA officiel et la version c'est Dart 1.7 qui est sorti il y a 2-3 jours. Alors Dart, c'est pas uniquement un langage, c'est en fait une plateforme. Google, quand ils ont créé Dart, ils ont voulu en faire, ils appellent ça battery included, c'est-à-dire contrairement à JS où en gros on n'utilise que les good parts et puis en fait le reste c'est tout dans les frameworks, donc en fait le langage on l'utilise très peu, il n'y a quasiment rien qui est fourni. Là ils veulent fournir un tout cohérent sur lequel il y aura un écosystème avec des libres, mais on a de base tout ce dont on a besoin pour développer une application correcte. Donc on a, outre le langage, la doc, des API, des frameworks web, un package de repository, un transpiler, donc c'est quelque chose qui va convertir le code Dart en code JavaScript pour qu'il s'exécute dans les autres navigateurs que Chrome. Une machine virtuelle, comme on a par exemple en Java avec la JVM, on a une machine virtuelle qui va s'exécuter soit dans le navigateur Chrome quand il le supportera, soit côté serveur, du tooling et puis plein d'autres choses qu'on va détailler. Alors j'entends souvent dire Dart c'est nul, ça sert à rien, ça tourne que dans Chrome. Je dis non. Dart, ça tourne dans les autres navigateurs également. Donc en fait, il y a quelque chose de très important dans Dart, c'est le fameux Dart2JS, c'est le transpiler qui convertit le code Dart vers JavaScript. Ça, je pense que c'est cet unique élément-là. Je pense que Google, ils ont mis à peu près la moitié de leur énergie là-dedans. Tout
tout le boulot de Dart confondu. Et sur Dart, il y a au moins il y a beaucoup de monde qui bosse là-dessus chez eux. Donc Dart2JS, c'est vraiment un super transpiler qui va convertir votre code Dart en code JavaScript de manière ultra optimisée. L'application qui va être générée en JS à partir de votre code Dart, elle va pas être beaucoup plus grosse que si vous l'aviez codé directement en JS. Elle va fonctionner à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénalité en développant une application Dart. Vous n'allez pas pénaliser les gens qui n'utilisent pas Chrome. Les gens qui utilisent Chrome, ils auront une application qui fonctionnera exactement à la même vitesse que si vous l'aviez développée nativement en JS. Les gens qui utilisent Chrome, effectivement, elle fonctionnera 2 fois plus vite. C'est à peu près les chiffres qu'on a. Et donc, quand vous allez déployer votre application, vous allez déployer la partie HTML sera la même. Par contre, vous allez déployer et la version JS et la version Dart. Et en fonction de... il y a un petit bout de JS qui, dynamiquement, va utiliser la version Dart ou la version JS en fonction de votre navigateur. Et donc, ça fonctionne sur Firefox, Internet Explorer, Safari, etc. Mais pour moi, le gros intérêt de Dart, c'est surtout que ça fonctionne partout. C'est-à-dire que Dart tout seul, pour le côté client riche, c'est sympa. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser la même technologie pour développer une application côté serveur, côté client. Là, quand vous développez une application en ce moment, quand vous additionnez le nombre de technos que vous avez à apprendre côté client, côté serveur, c'est hallucinant. Vous avez vraiment beaucoup de choses à apprendre. Là, l'idée, c'est de limiter un peu la connaissance, la quantité de choses à apprendre. C'est de rendre tout ça plus simple et c'est aussi de capitaliser en termes de code pour partager entre client et serveur. Donc Dart, la VM côté serveur, elle fonctionne sur Linux, Mac et Windows. Ça fonctionne dans des passes tels que Heroku et Google App Engine et le support sur Cloud Foundry devrait arriver. Dans Chrome, donc Chrome actuellement ne supporte pas encore Dart dans la version qui est déployée sur vos PC, mais il y a une version de test qui fonctionne avec Dart. Et Google a annoncé officiellement que bientôt, alors on va dire quelques mois, le Chrome que vous aurez sur vos postes supportera et JavaScript et Dart. Donc quand vous irez sur des applications qui ont été développées en Dart, elles s'exécuteront en mode native Dart, donc plus rapidement. Si vous avez un autre navigateur, elles s'exécuteront en JS. Les autres navigateurs, on en a parlé. Les applications desktop, en fait, les Chrome Apps, c'est un autre use case très intéressant pour Dart, c'est-à-dire que quand vous développez une Chrome App, c'est une application desktop mais qui se base sur le runtime Chrome. Là, vous êtes sûr que ça fonctionne dans Chrome, donc c'est le cas idéal pour dire, là, il n'y a même plus de questions à se poser. Dart est totalement adapté. Et puis, il y a un dernier élément. Alors, en tant que, je précise, en tant que Google Developer Expert Dart, on a accès à certaines informations en avance de phase. Je n'ai aucune information là-dessus, donc c'est pas un scoop. Et vu que j'ai aucune information dessus, je peux en parler, puisque je pense que ça va arriver. À mon avis, l'an prochain, Google annoncera un SDK Android en Dart, en plus de celui en Java. Ça, j'en suis à peu près persuadé depuis 3 ans. Il y a 3 ans, on rigolait beaucoup quand je disais ça. Maintenant, ça semble un peu plus probable. Moi, je pense que ça va arriver vraiment l'an prochain. Donc on verra, hein, j'ai pas d'informations, mais en tout cas j'y crois pas mal. Et donc ça permettrait d'utiliser la même technologie pour développer serveur, client et puis la partie Android. Donc ça commence à être assez intéressant en termes de mutualisation. Donc on va aller un peu plus dans le code. Donc un code Dart, à quoi ça ressemble? Donc là vous avez une classe Dart. Donc Dart pour moi c'est un langage qui a trouvé le bon équilibre entre un langage statique et un langage dynamique. Langage statique comme Java, langage dynamique comme JavaScript. Vous avez un typage optionnel, c'est-à-dire que vous avez le choix de déclarer des types ou pas. Donc là, ma class point, vous voyez que X et Y, là vous avez des getters et des setters avec une petite syntaxe raccourcie pour les avoir, et une syntaxe rapide, un peu comme en Scala pour les initialiser avec le constructeur. Vous voyez qu'ils sont typés. Vous voyez qu'également, dans ma méthode distance2, j'utilise des types. Par contre, dans l'implémentation des méthodes, j'en utilise pas. Ça, c'est un choix, et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé souvent, c'est-à-dire tout ce qui est API, tout ce qui est public, on met des types. Tout ce qui est implémentation de la méthode, parce que le type, ça va servir de documentation quelque part de mon code, et puis de check lors de la compilation. Par contre, dans l'implémentation, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. C'est-à-dire qu'avec l'inférence de type, le compilateur et votre IDE, en termes d'autocomplétion, ils vont se débrouiller comme si vous les aviez mis en fait. Donc c'est souvent ce qui est conseillé. Tout ce qui est public, on met des types. Tout ce qui est à l'intérieur de votre implémentation, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. Vous voyez que le main, il n'a pas besoin d'être dans une classe, il est directement à l'extérieur. Dart, ça peut être utilisé aussi pour faire du scripting, donc vous pouvez très bien l'utiliser comme ça directement. Je pense que c'est bon. En Dart, vous avez des interfaces, mais vous n'avez pas de mots-clés interface. Vous avez des interfaces implicites.
Alors qu'est-ce que c'est? C'est très pratique. En fait, toutes les classes en Dart, elles vont exporter implicitement une interface. Là, vous voyez mon interface personne, elle expose une méthode string greet de who qui est publique. Mais en fait, en écrivant cette classe, je vais implicitement décrire une interface personne qui expose une seule méthode qui est string greet de who. Et donc, je peux créer une autre classe qui va implémenter l'interface implicitement exportée par celle-là et qui va overrider, implémenter plutôt la méthode en question. Donc ça, c'est super, c'est tout bête, mais c'est super pratique parce que ça vous permet déjà d'éviter d'avoir à écrire une classe et une interface. On n'a pas besoin de penser quand on développe du code à dire il faut que je rajoute une interface pour que les gens puissent étendre mon truc facilement. Non, c'est par défaut tout ce que vous écrivez, l'interface publique exportée par une classe, c'est une interface. Ça c'est un truc tout bête, mais c'est hyper utile quand vous concevez des API. Je vous l'ai dit, en Dart, il y a beaucoup de choses asynchrones, un peu comme dans Node.js, toutes les API dès que ça implique des I/O, en fait, soit au niveau fichier, au niveau réseau, on a de l'asynchrone, donc on va avoir des signatures de méthodes qui vont nous renvoyer des futurs de quelque chose, des futurs de string, des futurs de tel objet métier. Donc l'API qui permet de manipuler ces choses-là, c'est important parce que si vous n'avez pas une API solide là-dessus, ça va devenir une espèce de soupe de callback innommable et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc là, vous avez une API future qui est plutôt bien fichue. Donc là, vous avez ma fonction signout qui renvoie un futur. Et donc, un futur qui va donc s'exécuter plus tard. Et donc, avec la syntaxe .zen, je vais spécifier un callback qui va s'exécuter quand signout sera terminé, qui va exécuter userService.signin qui lui-même renvoie un futur. Et je peux ainsi, comme ça, chaîner plusieurs appels asynchrones facilement de manière assez flat. Et je peux aussi catcher les erreurs facilement avec un petit catch error pour gérer les cas d'erreur. Donc, c'est assez pratique. Il y a un mot-clé async, comme dans C# qui va arriver, alors je crois que c'était prévu pour la 1.7, mais finalement ils l'ont pas mis dedans, donc je suppose que ça sera pour la 1.8, qui permet vraiment de coder exactement comme si on était en synchrone bloquant, donc de manière séquentielle, mais avec des API qui renvoient des futurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement pour rendre encore plus facile que ça l'utilisation de code asynchrone. Vous avez des paramètres optionnels. Donc là, par exemple, la fonction say, elle prend deux paramètres obligatoires from et message, et elle prend un paramètre optionnel channel qui, quand il n'est pas spécifié, prend la valeur email. Donc voilà, ça vous évite de faire 10 000 versions de votre fonction, comme en Java avec des signatures différentes. Vous avez également des paramètres nommés. Donc les paramètres nommés, en général, quand vous avez des fonctions qui ont deux, trois paramètres comme ça, vous utilisez des paramètres définis par leur position, comme on fait habituellement. Quand vous commencez à avoir des fonctions qui ont 8, 10 paramètres, là ça commence à être un peu le bordel. Et donc l'idée c'est d'utiliser des paramètres nommés sur lesquels vous précisez une valeur par défaut. Et donc quand vous le précisez avec la petite syntaxe paramètre nommé de point valeur, la valeur est utilisée. Sinon c'est la valeur par défaut qui va être gérée. Donc ça c'est des petites choses, mais quand vous concevez une API, ça change la vie par rapport à du dev Java notamment. Alors, il y a plein de choses dans Dart, je ne vais pas tout décrire aujourd'hui. Grosso modo et en résumé, moi, ce que je trouve intéressant dans le langage, c'est qu'ils ont mis des fonctionnalités qu'on attend d'un langage moderne, sans non plus tomber dans l'excès de mettre trop de choses. Dart, déjà, il doit transpiler vers JavaScript. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le langage a été conçu pour se transpiler facilement en JS. Je prends l'exemple, par exemple, des isolates, qui sont l'équivalent des threads en mode un peu plus léger dans Dart. Les isolates, ils correspondent à la notion de web workers qu'on retrouve en JavaScript. Et donc, quand on va transpiler un code Dart en JS, mes isolates, ils vont matcher assez bien avec des web workers. Alors qu'en Java, si vous essayez de faire matcher des threads avec des web workers, c'est pas du tout la même notion. Quelque chose d'important également avec les isolates, c'est qu'il n'y a pas de mémoire partagée. C'est un peu comme en Erlang, par exemple, ou dans d'autres langages un peu plus récents. Ça permet d'éviter de se prendre la tête avec tout ce qui est gestion de la concurrence. La gestion de la concurrence en Java, ça peut être très touchy. Et donc là, en fait, vous n'avez pas de gestion de la concurrence. C'est-à-dire que chaque isolate va s'exécuter sans mémoire partagée avec un autre élément. Et en fait, les isolates, pour qu'ils discutent entre eux, parce qu'on peut quand même avoir ce besoin-là, ils vont s'échanger des messages de manière synchrone ou asynchrone. Donc ça permet d'enlever tout un pan de complexité quand vous concevez des applications. Et donc, c'est super utile. Alors, côté client, avant de parler de polymère,
je vais parler des web components. Donc les web components, c'est une norme du W3C qui est en cours d'élaboration, qui permet de rajouter ses propres types de composants personnalisés dans HTML. Donc là, on parle pas d'un framework côté serveur qui va générer toute une bouillie de JS côté front, ou même de frameworks JavaScript qui vont créer des composants dynamiquement, comme par exemple peut le faire Angular 1. On va vraiment parler de balises qui sont nativement reconnues par le navigateur, en tout cas quand ça sera supporté, de balises personnalisées. Par exemple, vous allez pouvoir créer myElement et pas uniquement utiliser table, tr, td, etc. Donc les web components sont composés de quatre fonctionnalités. Donc les custom elements, c'est la capacité de pouvoir définir ses propres balises HTML. Les HTML imports, c'est une façon d'importer un HTML à partir d'un autre, un peu comme on emporterait un package dans une application Dart ou Java. Les templates, c'est une manière de dynamiser du code HTML. Par exemple, quand vous allez vouloir afficher un tableau avec des éléments dynamiquement générés à partir d'une liste, ça va permettre de mettre une petite boucle for pour générer toute la ligne du tableau, ou faire des affichages conditionnels en fonction de valeurs d'attributs booléens. Donc, voilà. Et le shadow DOM, c'est déjà quelque chose qui existe dans vos navigateurs. Par exemple, le shadow DOM, c'est une sorte de DOM caché derrière chaque élément. C'est-à-dire que chaque composant va être rendu dans un bout de DOM qui est détaché du DOM principal, et ensuite il va être inséré. C'est ce qui est utilisé, par exemple, dans vos navigateurs, vous avez la balise vidéo. La balise vidéo, en interne, vos navigateurs, ils utilisent un shadow DOM pour, en gros, préparer un composant dans un DOM qui est séparé du DOM principal, et ensuite l'insérer à la place de la balise personnalisée que vous utilisez. Et Polymer là-dedans, qu'est-ce que c'est? Polymer, en fait, c'est relativement transparent parce que c'est juste un polyfill avec quelques fonctionnalités supplémentaires, mais l'idée de Polymer, c'est de dire les web components, c'est super, ça va vraiment, c'est le futur, quoi, c'est le futur. Par contre, avant que tous les navigateurs l'implémentent, il y a 4-5 ans, quoi. Chrome va rapidement le supporter, mais d'autres navigateurs mettront un peu plus de temps. Je ne les citerai pas. Ils sont en progression en ce moment. Donc l'idée, c'est de faire des web components maintenant. Donc Polymer, vous avez deux implémentations, une en JS et une en Dart. Elles sont équivalentes. Hein. Donc là, forcément, je parle de la Dart, mais c'est pareil en JS. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez, en important le polyfill, donc plateforme, c'est la couche base de Polymer. C'est vraiment ce qui permet de faire en sorte que mon navigateur, aujourd'hui, il supporte d'ores et déjà toutes les avancées HTML nécessaires pour faire du web component. Je vais ensuite préciser le web component que je veux importer. Donc là, je fais import de googlemap.html qui est la définition de mon web component. Et ensuite, je peux utiliser mon composant personnalisé directement dans mon HTML. Encore une fois, ce n'est pas du truc côté serveur qui va être dynamisé. Mon composant Google Maps, je vais pouvoir paramétrer mon composant. Ça ressemble un peu à d'autres technologies déclaratives comme ça, Flex ou autres. Sauf que là, c'est vraiment implémenté dans les standards, dans le navigateur. Et donc, c'est une belle évolution de tout ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais à Google I/O cette année, Google a annoncé Paper Elements. Et Paper Elements, c'est un ensemble de préconisations au niveau design et également des collections de composants prédéfinis qui vont être utilisés, pour lesquels il y a en fait deux implémentations, une côté Android, avec la prochaine version d'Android L qui arrive bientôt, et une côté web avec des composants basés sur Polymer. Donc là, vous voyez déjà qu'il commence à y avoir des convergences Android et web, et je pense qu'il y en aura un peu plus l'an prochain. Et donc, concrètement, Paper Element, qu'est-ce que c'est? Ça va être un Twitter Bootstrap orienté composant. Moi, l'an dernier, j'ai essayé d'implémenter une application basée sur Web Component qui utilisait Twitter Bootstrap, parce que je commence une web app, j'utilise Twitter Bootstrap comme tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que Twitter Bootstrap, avec des Web Components, ça sert à rien. Enfin, je peux dire que ça sert à rien, mais un truc tout bête, mais les Web Components, le Shadow DOM, en fait, le rendu du composant est effectué en dehors du DOM principal. Donc imaginez que vous fassiez un composant pour une ligne de tableau qui gère un mode édition, et Twitter Bootstrap, lui, pour le style, par exemple, des lignes de tableau, il a un sélecteur CSS FIS, avec voilà, c'est un TR qui est dans un table. Et si en fait vous faites le rendu de votre TR dans le Shadow DOM avant qu'il soit inséré dans le DOM principal, comme c'est le cas, en fait il ne va pas reconnaître les styles et vous allez avoir un style qui ne va pas fonctionner. Parce que dès qu'on va utiliser des sélecteurs CSS de type FIS, children, ça ne fonctionne plus. Donc par exemple Twitter Bootstrap avec des web composants, ça marche très mal. Donc il faut voir un petit peu Paper Element comme
Une bibliothèque un peu comme Twitter Bootstrap, c'est-à-dire je veux facilement pouvoir commencer une application web, mais qui est nativement conçue pour, déjà qui est faite par Google, parce qu'ils avaient envie de faire leur truc, je pense, comme souvent. Ensuite, c'est nativement orienté composant, c'est-à-dire que c'est fait pour les web components. Ça ne va pas utiliser ce type de sélecteur-là, et ça va être vraiment conçu pour. Donc dans mon application OpenSnap, j'ai un fichier HTML qui est le fichier que je vais lancer dans mon navigateur. Et c'est un fichier où on va importer le composant principal de mon application. Donc là, vous voyez que je fais un HTML import de appelement.html. Et ensuite, donc je rajoute une balise script avec le moteur d'initialisation de Polymer pour gérer tout ça. Et ensuite, je vais juste déclarer une balise appElement, et c'est ça qui va être dynamisé dans le Shadow DOM après de manière cachée. Donc ça, c'est mon index.html, c'est un pur composant statique. Mon composant appElement, il va être composé donc d'un fichier HTML et d'un fichier Dart en l'occurrence. Si vous l'avez fait en JavaScript, ça sera un fichier JavaScript. Donc ce composant-là, la partie HTML, elle importe Polymer. Elle importe les composants qui sont utilisés dedans. Donc vous voyez que j'ai deux sous-composants qui sont sendElement qui affichent la liste des snaps qui sont envoyés et recevedElement qui sont la liste des snaps qui sont reçus. Et ensuite vous voyez que je précise dans le cœur d'une balise, dans le contenu d'une balise template, mon recevedElement que je paramètre avec des attributs dynamiques qui vont être interprétés au runtime dynamiquement et avec le binding. Ce qui est intéressant, c'est que chaque changement dans Visible Content ou dans SnapSend ou SnapReceive va être automatiquement répercuté sur l'affichage. C'est-à-dire que je n'ai pas à mettre des listeners pour mettre à jour les composants. C'est du binding comme ceux qui font comme en Angular, hein, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que tout changement sur cette collection SnapSend ou SnapReceive ou tout changement de la variable Visible Content va être automatiquement mis à jour avec le mécanisme de binding. Et en bas, donc ça c'est juste la partie HTML, et je vais importer un fichier appElement.dart dans lequel je vais retrouver mes fameux SnapSend, SnapReceive et Visible Content qui sont annotés @observable. Ça c'est pour dire à Polymer que du coup toute modification dans ces trucs-là doit être répercutée sur l'affichage. Et vous voyez qu'à la création de ce composant-là, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser SnapSync. Donc SnapSync, c'est une classe que j'ai écrite, dans laquelle il y a juste un client HTTP qui va récupérer en asynchrone les données distantes sur le serveur. Donc là-dedans, je fais une bête requête HTTP, et ensuite je mets le résultat là-dedans. Et donc automatiquement, quand je vais avoir le résultat du callback qui va être appliqué, j'ajoute le contenu de ce que j'ai reçu dans SnapSend et SnapReceive, et automatiquement, l'affichage va être mis à jour. La partie, alors là j'ai codé un peu la nuit, du coup j'étais un peu fatigué, j'ai pas une bonne tête sur cette photo. La partie où on prend des photos, en fait elle est faite via WebRTC, qui propose une API MediaStream qui va vous donner en gros le contrôle sur la webcam de votre smartphone ou de votre ordinateur dans le navigateur. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Je fais un windows.navigator.getUserMedia pour récupérer le flux de la webcam. Je lui dis je veux pas le son, je veux juste l'image. Ça permet de faire en sorte que quand vous allez sur la page, vous avez une petite barre qui va vous demander voulez-vous activer la webcam? Vous dites oui, ça active la webcam, et du coup là, j'ai le flux vidéo qui est directement copié dans une balise vidéo HTML5. Ensuite, quand j'appuie sur le bouton prendre une photo, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le contenu de ma vidéo. Donc en fait, je vais en prendre un snapshot à un instant T. Je vais coller ça dans un canvas. À partir de ce canvas-là, je vais pouvoir générer ce qu'on appelle une data URL. Une data URL, c'est une représentation en base 64 de mon image que je peux directement claquer dans un attribut SRC d'une image. C'est un truc qui est supporté par la plupart des navigateurs. Et donc, dans l'implémentation que j'ai fait, l'idée, c'est que je me sers de donc c'est une représentation en texte de l'image pour le stocker dans MongoDB sous forme de chaîne de caractères qui est dans un JSON, ou pour l'appliquer sur une image. Et donc, quand je fais une image SRC avec la data URL, ça affiche concrètement l'image. Et donc, quand la personne reçoit le snap, j'affiche cette image-là que je supprime au bout de quelques secondes côté serveur et que je cache côté client. Côté serveur, qu'est-ce qui se passe? Donc, côté serveur, je l'ai dit, le but, c'est d'utiliser également Dart pour implémenter mon serveur. Donc, j'ai choisi d'utiliser Redstone, qui est un petit framework, un micro-framework pour implémenter des API REST. Clairement, il y a un écosystème qui commence à naître côté serveur Dart.
C'est encore jeune, hein, je ne cache pas, c'est-à-dire que ça commence juste à être bon pour de la production, mais c'est encore un peu frais. Mais il commence à y avoir un bel écosystème qui commence à naître. Et donc Redstone, c'est un serveur, un micro-framework qui permet d'exposer des API REST. Donc je vais préciser avec groupe du coup le préfixe de mon web service. Et ensuite, vous voyez que je décris des méthodes qui permettent du coup de requêter dans un MongoDB. Donc là, user, c'est un objet qui est issu de mon driver MongoDB Dart. Et vous voyez qu'après, avec une syntaxe, je fais des find, je fais des inserts et des choses comme ça. Et ces éléments-là sont asynchrones. Donc à chaque fois, ils sont faits de manière asynchrone. Ils renvoient un futur de la valeur de l'objet en JSON que je renvoie après côté serveur. Donc voilà, vous voyez qu'en quelques lignes, on peut écrire un web service REST asynchrone assez simplement. La partie messaging. Donc, pourquoi utiliser Stomp En fait, donc je l'ai dit tout à l'heure, mon client, il va avoir besoin de recevoir les événements. Typiquement, un snap a été créé. Ou mes différents serveurs, ils vont pas à chaque fois qu'ils veulent savoir. Je sais pas, il peut y avoir des besoins. Imaginons que côté de mon web service, mon service Snap, je vais mettre en place un cache d'utilisateurs. Si je gère ma propre liste d'objets en cache côté Snap, je vais être intéressé par les éléments de type utilisateur créé, utilisateur modifié, utilisateur ajouté. Donc, plutôt que de demander régulièrement les informations dans mon web service distant, je vais écouter sur des événements pour pouvoir facilement mettre à jour ma copie en cache locale. Donc c'est à mon avis indispensable à toute architecture à base de microservices d'avoir cette notion de messaging. Côté client, WebSocket, c'est aussi très très bas niveau. WebSocket, c'est juste un tuyau dans lequel on fait passer des données. Donc Stomp, vous allez le voir, ça permet de se retrouver à un niveau un peu plus élevé. Et donc mon serveur va se connecter au RabbitMQ via TCP, mon client va se connecter via WebSocket et SockJS, et voilà. Un élément qui est important aussi, c'est que quand vous allez broadcaster des événements, vous allez pouvoir l'envoyer à plusieurs clients en même temps. Imaginons que vous voulez envoyer, vous avez 10 000 personnes connectées sur votre application web et vous voulez envoyer une notif à tout le monde pour dire attention, il va y avoir des travaux sur le serveur. Si vous faites une boucle for avec 10 000 send, ça va être un petit peu compliqué. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en envoyant un seul et unique message, attention, il va y avoir des travaux, à un topic qui est sur le broker, automatiquement, RabbitMQ, c'est lui qui va broadcaster ça aux 10 000 clients. Et RabbitMQ, là où il est fort, c'est justement ce genre de choses. C'est à partir d'un seul élément, d'un seul message, le broadcaster vers 10 000, 50 000. C'est son boulot, quoi. C'est vraiment pour ça qu'il est bon. Donc, cette notion de broadcast, elle est également super importante. Alors, Stomp, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, en fait. Un message Stomp, c'est composé d'une commande, donc message, connect, send, d'une destination, qui va être un petit peu l'équivalent de l'URL que vous avez dans vos web services REST, sauf que là, on va avoir une destination qui va commencer par /q, /topic en fonction du type de pattern de messaging qu'on veut utiliser, et après un nom qui va être composé souvent de termes séparés par des points. On précise un content type, c'est vraiment semblable à ce qu'on retrouve sur les API REST. Donc souvent, on va utiliser Stomp pour faire passer des messages sérialisés en JSON dans le payload, de la même manière qu'on utilise du JSON dans le body d'une requête HTTP. Et donc après, voilà, j'ai mon objet sérialisé en JSON. Et donc, comment ça s'applique dans mon architecture à base de microservices? Et du coup, je vais, à partir quand je vais lancer mon client, je vais faire un subscribe sur /q/user.created, par exemple. Et quand le côté user, je vais créer un utilisateur, je vais envoyer un message sur le broker, un utilisateur a été créé, et donc notre ami RabbitMQ, il va envoyer les messages qui vont bien aux clients qui vont bien en fonction de ceux qui ont subscribé sur les différents éléments. Je ne suis pas allé super loin, là c'est quand même qu'un proto, donc je n'ai pas implémenté toute une gestion de la sécurité, parce que là vous voyez que j'ai un client qui se connecte sur un broker, donc il y en a qui peuvent ticker. J'ai plusieurs possibilités. Il y a une gestion de la sécurité qui est possible dans RabbitMQ, ou sinon ce que je pourrais faire, c'est mettre un petit API Gateway implémenté en Dart,
qui va en fait juste faire passe-plat et qui va faire des checks basés sur la sécurité avant d'envoyer des messages côté client. Donc, on peut très bien, dès que vous avez une techno qui gère bien l'asynchrone, vous pouvez très facilement et de manière scalable mettre juste une petite API Gateway qui va faire des checks et qui va renvoyer, faire passer les données de manière transparente si jamais le check de sécurité il est OK. Donc, en termes de code, vous voyez donc que côté serveur, donc dans ma méthode create, qui est la version complète là, que j'utilise concrètement, vous voyez que quand j'insère un snap dans le callback qui a lieu après l'insertion d'un snap, je vais envoyer, alors là pour le coup je fais une boucle, je vais l'envoyer aux différents destinataires. Sur une queue qui s'appelle /queue/snap.inbox, le nom du truc. La différence entre une queue et un topic, ça va être broadcasté à l'ensemble des clients, alors qu'une queue, ça va être uniquement en gros le premier qui récupère le message est gagné. C'est différents patterns. Côté client, vous voyez que je vais faire un subscribe, comme je vous l'ai dit, sur cette même destination, et donc je vais rajouter un callback qui va être exécuté à la réception d'un message. Et je sérialise en JSON. Vous avez vu que je parlais de SOCJS. En fait, si vous utilisez du WebSocket pur, dès que vos utilisateurs vont être derrière un proxy, ça ne marchera pas. Donc dès que vous faites une application grand public, ça ne marchera pas. Et donc tout ce qu'on a raconté ne sert pas à grand-chose. Donc SOCJS, ça ressemble un petit peu à du Stomp plus SOCJS. Ça fait un peu comme Socket.io. Pour ceux qui connaissent, ça a dû leur parler un petit peu. C'est pas si éloigné que ça dans l'idée. Donc SOCJS, ça va fournir une implémentation côté serveur et côté client. En tout cas, c'est un protocole qui permet, quand WebSocket n'est pas disponible, d'utiliser d'autres méthodes de transport. C'est-à-dire qu'on va simuler du WebSocket avec du JSONP, du long pooling avec des AJAX requests, etc. Donc, ça permet en gros de faire comme si on avait du WebSocket, alors que WebSocket ne marche pas parce qu'on est derrière un proxy ou parce que le navigateur est trop ancien. Le code commun, ça va notamment être les objets métiers que je vais trimballer entre le client et le serveur. Donc là, vous voyez que j'ai mon objet user avec les ID, username, password et rôle. Donc cet objet-là, il est indépendant. Il n'a pas de dépendance vers d'autres objets métiers. Donc celui-là, il est tout simple. Là, j'ai choisi de sérialiser à la main en JSON. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Il y a des outils qui permettent de sérialiser automatiquement, comme Jackson en Java, par exemple. Et donc, quand on sérialise, c'est ça. Et donc, c'est ça qui est stocké dans le MongoDB et c'est ça qui est envoyé sur les API REST. Ma classe Snap, elle est un petit peu différente. Elle a des dépendances sur d'autres objets, type user. Et vous avez vu que dans mon microservice, du coup, les services, ils sont séparés. Donc, en fait, la classe Snap et ce qui est stocké dans le MongoDB côté Snap, il va uniquement stocker l'ID de l'user. Le contenu du user, il ne l'aura pas. C'est justement le but du microservice. Et donc, et là, vous voyez que j'ai écrit à la main le code de sérialisation. Pourquoi ? Pour pouvoir faire du hypermédia, justement. Hypermédia, c'est un peu comme les liens hypertextes, mais pour votre API JSON. Donc, HAL, c'est une implémentation d'hypermédia là que j'utilise en JSON, qui va me permettre de spécifier des liens vers d'autres entités. Donc là, vous voyez dans mon JSON, underscore links, ça va me donner des liens vers d'autres entités qui sont sur des serveurs distants en précisant leur URL. Alors pour éviter de répéter l'URL à chaque fois, j'ai utilisé ce qu'on appelle un queries qui va me permettre de dire, un petit templating d'URL qui me permet de dire mes ID en fait ils sont sur http://localhost 80.81/user/mon ID. Et je précise que j'ai une relation de type author qui va pointer vers l'ID en question et que j'ai une collection de destinataires, recipients, qui va pointer vers ces trucs-là. Et donc ça permet d'écrire de manière normalisée et sémantique des liens vers des entités qui sont distantes. Et en fait, quand je vais récupérer avec mon API JSON mon objet Snap, je vais uniquement avoir l'ID des objets distants. C'est-à-dire que dans mon objet là, classe, j'aurai uniquement author.id qui sera défini, les autres champs seront nuls. Comment je fais si je veux les autres champs? Par exemple, si je veux faire du rendu côté client avec mon Snap, le nom de l'utilisateur, etc. C'est là qu'arrive mon Snap Assembler, magnifique. Là, l'idée, c'est de donner la main à l'utilisateur pour récupérer justement tous les éléments qui sont sur les serveurs distants. Donc là, j'ai mon objet Snap qui contient que les ID.
je le passe dans ma fonction fetch de mon snap assembler, et avec un client HTTP asynchrone, il va récupérer. Alors là, je l'ai implémenté à la Mimine, parce que pour l'instant, il n'y a pas de framework pour faire ça, ni en Dart, ni en d'autres choses d'ailleurs, mais on pourrait très bien l'implémenter de manière automatique, vu que le format HAL est normalisé, on pourrait très bien faire ça de manière automatique sans avoir implémenté ce machin-là. Et donc, ce snap assembler qui est disponible et côté client et côté serveur, il va me permettre de récupérer l'ensemble d'avoir un objet snap avec les utilisateurs, auteurs et récipientes qui sont populés. Vous remarquerez d'ailleurs que pour éviter imaginez que j'ai un snap qui est à destination de 10 users, j'ai pas envie forcément de faire 10 requêtes HTTP. Donc en fait, mon implémentation du récupérer un utilisateur par ID, il gère une collection d'ID. Donc vous voyez que je fais un join avec une virgule, et donc en une seule requête HTTP, je vais récupérer l'ensemble des 10 utilisateurs, et ensuite je vais le peupler. Donc en tout, j'aurai deux requêtes. Si j'ai un snap qui a, on va dire, un auteur et puis 9 destinataires, une première requête qui va récupérer le snap, et une deuxième requête que je pourrais faire où je veux, côté client ou côté serveur, qui va récupérer l'ensemble des dépendances vers les autres utilisateurs. Et je vais terminer avec la partie tooling. Donc en Dart, je vous ai dit, il n'y a pas que le langage, il y a également pas mal d'outillage. Donc l'équivalent de Maven, pour ceux qui font du Java en Dart, c'est Pub. On n'a pas de pom.xml ni de Gradle, du fichier Gradle. On a un pubspec.yaml qui va décrire le nom du projet, les versions, les dépendances. Les points intéressants, c'est qu'on peut utiliser des ranges de versions quand vous faites du versionning sémantique, c'est assez utile. Donc on va avoir tendance à préciser des ranges de versions quand on utilise ça. On peut également dépendre directement sur un dépôt Git. Contrairement à Java, par exemple, il n'y a pas de bytecode, il n'y a pas de fichier avec des points classes, par exemple. Donc c'est directement le fichier source, comme en JavaScript, comme en Python, comme dans tous les langages de script, qui fait office d'unité de déploiement. Donc en faisant ça, Redstone, j'ai forké Redstone parce qu'il y avait une fonctionnalité qui manquait, je l'ai implémenté sur mon dépôt, j'ai commité, j'ai pushé, et ben je vais directement utiliser la bibliothèque Redstone modifiée qui est sur mon dépôt Git. Donc c'est hyper pratique. Vous pouvez également dépendre sur une bibliothèque qui est bien sûr en local. Là vous voyez que j'avais mon projet, là c'est le pubspec du projet OS User qui est une dépendance vers OS Common qui est dans le même projet multimodule. Donc je vais dire que j'ai une dépendance vers le chemin relatif vers OS Common puisqu'il a été fetché quand j'ai récupéré mon projet Git. Et puis vous avez les dev dependencies qui sont des dependencies avec un scope test qui vont être utilisés que pour le dev. Avec tout ça, où est-ce que je développe? Vous avez plusieurs possibilités. L'éditeur officiel, c'est encore Dart Editor, donc c'est basé sur un runtime Eclipse, mais pas mal allégé. Et c'est l'éditeur de référence. Mais vous avez également un très bon plugin Dart dans IntelliJ ou WebStorm. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis vous bénéficiez de toute la puissance de l'IDE d'ID, donc voilà, tous les plugins pour faire du guide, pour faire du refactoring, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et le futur, à mon avis, éditeur de référence pour Dart, il est développé en Dart et en polymère d'ailleurs. Il s'appelle Chrome Dev Editor, donc actuellement il supporte, donc c'est une Chrome Apps qui est disponible actuellement. Si vous avez Chrome, vous pouvez installer Chrome Dev Editor. Ça vous permet de récupérer des projets en Git et de développer des projets en JS et en Dart. C'est encore un peu jeunot, mais à mon avis, ça a vocation à devenir le futur éditeur de référence. Et donc la boucle sera bouclée puisque l'éditeur de Dart sera écrit en Dart. D'ailleurs, en termes d'implémentation, c'est assez intéressant à regarder. C'est vraiment un projet de taille assez importante. C'est un vrai projet en mode app qui est développé avec Dart et polymère. Donc le code source est assez intéressant à observer. Quelques références, et puis j'aurai peut-être le temps de faire une mini démo. Enfin, c'est pas très impressionnant non plus, mais c'est un projet développé en quelques jours. Donc, voilà. Donc le code de l'application est entièrement disponible sur ce dépôt. Si vous voulez suivre les news concernant Dart, il y a Dartisans qui est la communauté Google+ Dart anglophone, et surtout une communauté française qui est en fait la plus complète. Même les Anglais, même les Américains, ils nous l'envient. Les gens qui sont derrière Dartlang FR, qui font un boulot super bien en termes de veille techno. Donc n'hésitez pas à suivre ça, et puis il y a mon Twitter. Je vais vous faire peut-être une petite démo, mais c'est pas hyper impressionnant non plus. Donc là j'ai mon projet, je suis dans le Dart Editor. Vous voyez que j'ai mes différents modules. Et donc là je vais lancer mon serveur
Je vais tricher, je l'avais déjà lancé. On les arrête. Je lance mon serveur OS Snap. Donc là, c'est un main. Hein. Ce que je lance, c'est un... Vous voyez que c'est un main qui va lancer un truc. OS User, je vais le lancer également en lançant le serveur. Voilà, donc là, j'ai mes deux éléments côté serveur. Hein, et on est en microservice, donc je n'ai pas un seul truc à lancer, j'en ai deux. Et je vais ensuite lancer mon client. Donc pour lancer mon client, je vais faire un run sur le index.html. Je vais le lancer dans Dartium, qui est justement la version de Chrome qui contient le moteur d'exécution Dart. Donc, il n'est pas content. Alors, on la refait. Je ne sais pas si c'est pas un problème de réseau. Tac, tac, tac. Pourquoi il n'est pas content? C'est mieux. Ah oui, parce qu'il fallait que l'annonce observe, je pense. Peut-être je vais couper si je coupe le réseau, ça va couper la capture. Je vais couper le réseau, hein, tant pis. Je peux? De toute façon, sinon il n'y aura pas de démo dans la vidéo. Donc, tac. Voilà. Donc, vous voyez que mon application elle est polie, mais c'est pas sans me demander. Donc, voilà. Donc, vous voyez que là j'ai mon. Donc ça c'est avec l'API MediaStream, je capture donc le flux de ma webcam dans le navigateur. Je vais sélectionner du coup une durée. Je vais sélectionner un destinataire. Je prends la photo. Donc là, on voit que j'arrête de bouger. Je l'envoie. Bon, c'est pas hyper impressionnant. Hein, mais bon. Et donc là, je vais voir le snap qui va s'afficher pendant quelques secondes et ensuite disparaître à néant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on a 3 minutes pour y répondre. Oui, là-haut. Le micro vient à toi. Je voulais savoir quelle était la taille du JS compilé pour les autres navigateurs, du coup le Dart.js qui est renvoyé dans les autres navigateurs, quelle est à peu près la taille plus ou moins alors pour celle-là, je ne sais pas, mais pour l'application que j'avais développée basée sur Angular Dart, qui était la même app mais basée sur Angular Dart, ça faisait 250 kg. 250 kg. Donc moi ce que j'ai regardé, c'est à peu près... c'est, on va dire, 25% plus gros qu'une application développée en JS pur, un truc comme ça. Après, ça va vraiment dépendre de la taille de l'application. C'est-à-dire que si tu fais un Hello World, la taille qui va compter, c'est vraiment la taille des libs. Et donc là, Dart va être un petit peu plus gros. Si tu fais une grosse application, la taille de tes libs, elle va devenir moins importante en termes de ratio, et donc ça va moins jouer. Grosso modo, c'est un petit peu plus gros, mais pas tant que ça. Ça reste correct. Et en termes de rapidité, je dis c'est équivalent. Donc ils ont fait un gros effort. Il y a aussi une gestion du lazy loading depuis Dart 1.6. Quand vous développez une grosse app, là, Dart va permettre de gérer, alors en Dart et en JS, je pense. JS, je ne suis pas sûr, mais en tout cas en Dart, c'est sûr. Du lazy loading, c'est-à-dire qu'il va charger dynamiquement à la demande le code. Donc vous allez juste aller charger votre application avec... du coup, ce qui est nécessaire pour la page d'accueil. Et ensuite, c'est dynamiquement, tout est asynchrone, quand on va cliquer sur l'élément, qui va récupérer. C'est vous qui avez le contrôle. Hein. Vous avez un mot-clé deferred qui va faire du lazy loading. Et donc, vous choisissez les endroits que vous voulez lazy loader. Donc, vous pouvez faire une énorme application. Et quand il va cliquer sur le module en question, là, il va tout charger. Et ensuite, donc ça, c'est hyper important. L'objectif de Google, c'est vraiment de pouvoir développer des grosses applications en limitant le temps de démarrage. Vous avez tous vu la barre de chargement de Gmail qu'ils ont essayé d'optimiser tant qu'ils ont pu, mais qui reste quand même, on voit le temps de chargement de Gmail. Leur but, c'est que le chargement de Gmail, imaginons qu'ils fassent un Gmail basé sur Dart, sait-on jamais, c'est que le temps de chargement, en fait, il soit immédiat. Donc c'est vraiment pour ce genre de use case qu'ils ont créé la technologie. Ils vont l'utiliser en interne. Après, nous, on peut l'utiliser aussi pour développer des grosses apps. Oui. Est-ce qu'à terme, c'est la mort de GWT? Réponse officieuse qui est, à mon avis... plutôt oui, enfin c'est pas la mort de GWT, c'est-à-dire que GWT
Maintenant, ils l'ont gentiment donné à la communauté, notamment les gens qui font Vadin, et maintenant c'est plus débrouillez-vous et faites-le vivre. Donc clairement, pour moi, je ne vais pas dire que Dart remplace JWT, mais clairement ils ont, enfin si je le dis, parce qu'en fait ils sont arrivés aux limites de ce qu'ils pouvaient faire avec Java en fait. Ils sont allés le plus loin qu'ils ont pu, et ils ont vu que les langages sont conceptuellement tellement différents qu'il y avait une limite qu'ils n'arrivaient pas à dépasser. Et Dart, c'est un peu la suite de l'histoire. C'est pas la même nature de framework, mais c'est vraiment la suite de l'histoire. Donc c'est une sorte d'évolution illogique pour les gens qui faisaient du JWT, qui faisaient même du Flex à l'époque, hein, parce que là on est dans le navigateur, il n'y a pas de plugin, etc. Mais le souhait, c'est quand même de pouvoir développer des applications efficaces avec des composants bien. Voilà, donc c'est pour les gens qui souhaitent faire du structuré côté client. Bon, merci beaucoup. Une dernière, c'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre Paper Element et Material Design? Oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Paper Element, ça implémente Material Design, effectivement. Oui. Ouais, ça implémente Material Design, c'est l'implémentation de référence, quoi. Ça permet de proposer des composants qui implémentent Material Design pour les applications web. Donc carrément. Merci.